Bonjour tout le monde. Je commence par remercier RSF Consulting qui a organisé cet événement. Moi, c'est Joël Massimo. Je suis chercheur. En fait, je suis assistant à l'université du Bas-Ouélé, mais également je suis attaché aux eaux d'Anvers où j'assume les fonctions d'expert SIG. Alors, je vais présenter tout au long de mon exposé une application des outils télédétection et systèmes d'information géographique dans la gestion des forêts, gestion durable des forêts. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais un peu revenir sur la gestion de forêts en général et la conservation de la biodiversité en particulier. En RDC, il y a la stratégie nationale de la conservation de la biodiversité qui met au centre en fait les aires protégées. Et dans le contexte actuel, on a compris que les aires protégées classiques l'approche de conservation par aires protégées classique avait montré des limites. Pourquoi? Parce que quand on décide de créer les parcs sont limités dans l'espace, alors que la biodiversité ne connaît pas les limites. C'est comme ça que la nouvelle approche de conservation, c'est une approche de conservation paysagère. Alors pourquoi on fait la conservation paysagère? C'est pour justement permettre que le principe fondamental de la conservation de la biodiversité soit maintenu. Entre autres, il y a ce problème d'unicité et de connectivité des écosystèmes. Quand vous êtes dans la forêt, il y a les animaux qui vont quitter le point X pour aller le point Y qui peut être en dehors du parc. Donc, ce sont des corridors qu'on va créer et des zones spécifiques pour justement protéger la biodiversité. Donc, la conservation de la biodiversité continue aussi en dehors des aires protégées. Et dans ce sens-là, il y a le programme au niveau de la sous-région qui gère 12 paysages. Et ces 12 paysages sont en fait à aménager en 148 macro-zones, dont 37 aires protégées. Alors, l'étude que nous allons présenter fait l'objet d'un paysage ici chez nous en RDC. Alors, nous allons plus parler de la déforestation et de la dégradation des terres, donc des terres forestières. C'est en fait un problème majeur en RDC qui est principalement lié à l'agriculture. On a besoin de nourrir les communautés, on a besoin de protéger les forêts d'autre part, mais l'agriculture telle qu'elle est pratiquée en RDC par les communautés locales contribue en fait à la suppression de forêts. Maintenant, comment arriver à concilier les enjeux de la conservation, parce qu'on a besoin de la forêt, il faut protéger la forêt, il faut protéger la biodiversité, et comment continuer à produire, parce que c'est nécessaire, il faut que la communauté continue à produire. Donc c'est comme ça que ces questions complexes, ce sont des questions qui sont au cœur en fait des réflexions actuelles sur la conservation de la biodiversité. Et donc c'est tout à fait nécessaire de comprendre les dynamiques de déforestation parce que c'est en fait ces conséquences-là de la déforestation sur la biodiversité qu'il faut comprendre pour que les aménagements soient réfléchis et qui tiennent compte justement des réalités locales. C'est comme ça que tout au long de cette étude, on va vous montrer comment est-ce qu'avec les SIG et la télédétection, on est arrivé à évaluer la déforestation passée, mais aussi on s'est construit une idée sur l'avenir, qu'est-ce qui peut éventuellement venir, et ainsi on peut éclairer le choix des décideurs sur ce qu'on peut faire pour protéger effectivement ces beaux paysages que vous voyez et cette biodiversité exceptionnelle qui fait notre fierté. Alors la zone d'étude, c'est le paysage Epulu-Ituri-Aru. Donc c'est le paysage où vous allez trouver une espèce endémique, l'okapi. C'est à cheval entre la province de l'Ituri, Otuele et un peu une partie de la Chopo. Et donc cette zone de conservation prend en compte la réserve de faune okapi, mais aussi d'autres zones qu'on a affectées, des macro-zones, pour les intérêts des communautés locales afin de faire la gestion durable des ressources naturelles.
d'autre part, et vous avez aussi une concession forestière, donc pour l'exploitation forestière, mais aussi d'autres activités minières notamment, ce qui fait que ce patchwork d'activités conduit à la déforestation, à la dégradation. Il faut comprendre tout ça pour justement se projeter dans l'avenir et ainsi faire une gestion rationnelle de l'espace. Alors, pour cartographier la déforestation, nous avons utilisé l'imagerie Landsat en 2003, 2010, 2014 sur la base de la technologie d'apprentissage automatique. Mon prédécesseur venait d'en parler, donc le machine learning. Particulièrement, on a utilisé l'algorithme Random Forest qu'on a entraîné sur la base des échantillons et puis après, on a validé les occupations du sol. Et donc, du coup, sur base de ces méthodes, on a réussi à mettre en place une base de données historique entre 2003 et 2016. Ces données ont permis justement d'éclairer le passé, mais aussi sur cette base de comprendre les relations qui existent entre les changements observés et les activités, notamment agriculture, notamment exploitation forestière, et activités de conservation, etc. En fait, il y a des variables statiques et il y a des variables dynamiques. Et ces variables, sur base de faire des scénarios, un scénario de référence, comment la déforestation. Alors, on a pris dans le modèle l'année 2003 et 2014 comme le 2003 comme étant le temps initial, 2014 comme étant le temps T1 ou T plus 1. Okay? Donc, du coup, on a validé, on a fait une carte simulée parce qu'on a des explications qui sont issues des variables. Par exemple, la proximité des routes influence la dynamique forestière, la présence des zones bâties, la distance aux concessions minières, la présence d'une aire protégée, etc. Donc, il y a une litanie de variables. On en avait 31 variables. Et sur cette base, on a fait l'analyse des corrélations pour voir les variables qui sont hautement corrélées, qui pouvaient justement induire un bruit dans le modèle. Et ensuite, on a fait une simulation en 2014. Et cette simulation, nous l'avons comparée avec la carte réelle ici des données Landsat. Et sur cette base, on a fait la budgétisation des erreurs et des prédictions correctes, ce qui nous a permis ensuite de faire une triangulation des scénarios. Un scénario, comme je le disais tantôt, tendanciel, du type business as usual. Un autre scénario, c'est un scénario dans lequel on gère rationnellement l'espace, donc gestion durable des forêts, tout ça, où on fait la promotion de bonnes pratiques de gestion de l'environnement. Et un autre scénario de croissance économique rapide, où on encourage l'exploitation forestière partout, on influence justement l'agriculture intensive, etc. Alors, les premiers résultats, c'était justement la validation des cartes d'occupation du sol pour se rassurer que les produits qui vont entrer dans le modèle sont cohérents et reflètent justement la réalité. Donc, vous avez une moyenne de 90% pour la moyenne des pixels correctement placés. Et sur cette base, on pouvait justement établir des statistiques historiques en termes de superficie forestière et ainsi déterminer la déforestation. A, c'est la superficie forestière. PF, c'est forêt primaire. SF, c'est forêt secondaire. Et puis, vous avez le total de la superficie forestière globale. Et puis, vous avez le pourcentage que les classes forestières, que chacune des classes forestières représente par rapport au paysage. Et puis, vous avez DA qui est la déforestation, donc la superficie perdue entre les périodes en étude. Alors, ces statistiques-là, c'est vrai, mais du point de vue spatial, on peut apprécier sur la carte, d'une part, ici, vous avez la déforestation. Selon qui a les événements de déforestation entre 2003
2003 et 2010 dans cette couleur-là, dans cette teinte, et la teinte plus ou moins foncée entre 2010 et 2016. C'est donc qu'on a les forêts primaires et puis les forêts secondaires. Et puis de l'autre côté, vous avez un autre processus des dynamiques forestières qui est en fait la dégradation, selon qu'on a les différents types forestiers. Alors, en termes d'efforts de déforestation, on a aussi, on voulait comprendre comment est-ce que la déforestation se fait. Donc, vous avez la moyenne de la tâche déforestée entre 2003 et 2010 qui est pour la forêt primaire, qui était de 1%. Et puis, entre 2010 et 2016, cette moyenne a augmenté. Donc, en termes d'efforts de déforestation, en termes d'événements de déforestation, la tendance était vers la hausse pour la forêt primaire et une tendance plus ou moins contraire pour la forêt secondaire, ce qui est tout à fait normal parce que les forêts secondaires, en fait, ne font que gagner l'espace de forêts primaires dans le processus de la dégradation. Alors, pour le contexte historique étant documenté et bien compris, parce qu'on a des chiffres, tout ça, il fallait maintenant se projeter, mais avant de se projeter, il fallait valider, comme dit dans la méthodologie, valider le modèle prospectif spatialisé. Donc, pour valider le modèle, on a utilisé, comme je l'avais dit, 2 cartes. Une carte simulée, donc issue des algorithmes d'intelligence artificielle, comme mon prédécesseur venait de dire, et d'autre part, une carte issue de l'imagerie satellitaire. C'est vrai que c'est issu aussi de traitement de l'intelligence artificielle, mais avec des échantillons, donc c'est une référence qui n'est pas issue des mathématiques pures et simples. Alors, la comparaison de la carte observée et de la carte simulée nous a permis de dire la fiabilité de notre modèle et ainsi de nous permettre de dire en 2100 par exemple, on aura tel type, on aura autant de pourcents de forêt dans telle région où la tendance de déforestation sera de XY. Donc, pour arriver à ces conclusions-là, nous avons réussi à distinguer 5 types de pixels selon que nous avons des occurrences, donc des pixels qui sont restés constants selon qu'on a l'année de départ qui était 2003. Vous avez forêt en 2003. Et puis en 2014, observé, vous avez forêt. Et puis simulé, vous avez forêt. Donc sur les 3 cartes, vous avez la forêt qui est constante ou le non-forêt qui sont constants. Alors, le deuxième type de pixels, c'est en fait les pixels des changements qui sont simulés comme étant incorrects, mais qui sont persistants. C'est-à-dire quoi? En 2003, nous avons forêt. En 2014, simulé, nous avons... en fait, en 2014, observé, nous avons non-forêt. Et puis, en 2014, simulé, nous avons forêt. Donc, c'est différent, ça change. Troisième type de pixels, c'est en fait des fausses alarmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le modèle, quand on observe sur la carte observée et la carte des départs, c'est 2003 et 2014 observée, on a forêt qui est constante. Mais sur la simulation, le modèle nous dit que c'est non-forêt. Donc, c'est une alarme, mais qui n'est pas correcte parce que sur la carte de référence, ce n'est pas une forêt. Et le quatrième type de pixels, c'était des rejets qui sont corrects. C'est-à-dire quoi? Nous passons de 2003, qui est l'année de référence non-forêt. En 2014, nous avons la forêt. Et puis en 2014, simulé, nous avons la forêt. Donc c'est correct parce que sur la carte des références de 2014, c'est la forêt. Et le dernier type de pixels, c'est en fait de faux résultats. Selon que nous avons le non-forêt ici et puis l'autre, en 2014 simulé, c'est forêt et puis en 2014 réel, c'est l'eau, par exemple. Donc cette budgétisation des erreurs montre que les zones qui sont fidèles sont à plus de 80% et puis on a budgétisé, on a quantifié ces erreurs-là pour en fait montrer la fiabilité de notre modèle et la probabilité avec laquelle l'étude pouvait se...
Alors, sur cette base, nous nous sommes permis maintenant de faire 3 types de scénarios pour voir quels seraient les changements à venir dans l'occupation du sol en général. Et là, vous avez une carte qui part, en fait pas une carte, mais un graphique qui part de 2016 jusqu'en 2061 dans un scénario tendanciel. C'est-à-dire qu'on prend la matrice des transitions, sur base de l'apprentissage passé, on maintient la probabilité des transitions telles que héritées sur les changements historiques. Et là, vous avez, si vous pouvez remarquer, la proportion qu'occupera les forêts en 2061, c'est plus de 60, c'est plus de 70%. Alors que dans l'autre scénario, c'est vraiment 80%. Et ça, c'est un scénario de gestion durable des forêts. Donc, si on encourage, on encadre les communautés pour que les communautés fassent une agriculture qui tienne compte aussi des réalités environnementales, qui respecte justement le fait qu'il y a des forêts à protéger et qui valorise les jachères, on peut arriver à conserver jusqu'à 80% du paysage, de ce paysage-là, en forêt. Et dans un scénario purement catastrophique, un scénario de croissance économique rapide, et là, vous voyez, c'est à peine 60% de forêt qu'on va conserver si on fait la promotion de l'agriculture intensive, industrialisée, et qu'on ne tient pas compte de réalités environnementales. Alors, quelles sont les grandes conclusions? Mais avant d'arriver aux conclusions, la plus grande discussion qu'on peut avoir par rapport à cette étude, le premier élément, c'est le fait que c'est vrai que la déforestation, c'est un problème très complexe qui est lié à plusieurs paramètres. Et certains paramètres ne sont pas quantifiables. Par exemple, l'insécurité. Cette zone-là, c'est une zone qui est l'Ituri, il y a beaucoup de rebelles des fois. Donc, ça fait qu'on peut bien faire des calculs, on peut utiliser l'apprentissage automatique, mais il y a des événements qu'on n'a pas toute la maîtrise, qu'on ne peut pas communiquer au modèle et qui peuvent faire que les choses tournent autrement. Donc, ça, c'est très important à retenir. Deuxième chose, c'est que l'idée de cette étude, ce n'est pas de dire précisément quel sera l'avenir de ce forêt, mais c'est de se faire une idée, justement, pour orienter la prise de décision, et ainsi que les décideurs, pour qu'ils puissent prendre des décisions qui soient soutenables, mais aussi des décisions qui tiennent compte des réalités du milieu. On peut bien maintenir la forêt à 80% du paysage, oui, mais entre-temps, les gens, ils ont à peine à manger, alors qu'ils peuvent faire de l'agriculture. Donc, c'est des données qui font réfléchir, en fait, pour que dans les jours à venir, nous puissions utiliser rationnellement les écosystèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude en général? C'est le fait qu'il y a une dynamique forestière qui a été observée, mais qui s'est fait au détriment de forêts primaires. Les forêts primaires qui sont en fait la maison des okapis, la maison de la biodiversité qui fait notre fierté. Vous allez voir quand il y a des manifestations ici à Kinshasa, les gens vont imprimer les okapis sur les t-shirts, tout ça, mais entre-temps, ils oublient que les écosystèmes des okapis sont en train de se faire grignoter et qu'il y a nécessité de prendre des mesures. Deuxième chose est que l'augmentation des forêts dégradées en général n'est pas une bonne nouvelle parce que la biodiversité prioritaire de la zone va se faire éliminer pour des espèces qui sont indicatrices de la dégradation, chose qui n'est pas très bonne. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut initier justement des activités qui vont dans le sens de la co-construction des solutions, notamment les plans de gestion environnementale et sociale, mais qui soient concertés parce qu'il y a les gens qui vont vous écrire des documents, qui vont rester des documents dans les tiroirs, alors qu'on peut co-construire avec les communautés parce que les communautés ont toujours raison de faire ce qu'ils sont en train de faire. Les communautés, s'ils font l'agriculture en utilisant le feu, il ne faut pas que les scientifiques aillent dire que les communautés, bon, voilà ce qu'ils ont. Non, les communautés savent pourquoi ils font l'agriculture avec le feu. Donc, il faut
co-construire avec ces communautés pour avoir des solutions soutenables. Et puis, autre élément à retenir est que l'affectation des terres, comme j'étais en train de le dire, doit justement privilégier la restauration de paysages dégradés. Il y a beaucoup de paysages dégradés dans la zone qu'on peut valoriser en mettant en place des cultures pérennes et tout le reste, ce qui fait que les forêts primaires en soi peuvent être plus ou moins protégées et ainsi espérer avoir toujours les espèces rares que nous avons dans la zone. Et la dernière chose, c'est qu'il faut promouvoir l'éco-agriculture, donc toutes ces approches-là respectueuses de l'environnement. Donc, en gros, c'est ça. Cet article, en fait, c'est un article qui est disponible gratuitement, suivant ces liens, dans NDPI, qui a été publié en 2021, en octobre. Donc, vous pouvez facilement télécharger et lire toute la description méthodologique. Et éventuellement, si vous avez des questions, nous sommes vraiment ouverts. Donc, je tenais à remercier aussi l'ICSN. Probablement, il y a certains participants de l'ICSN qui sont là, parce que l'ICSN nous a facilité la tâche. Mais aussi l'Université de Maryland, l'OSFAC et l'Université de Kisangani qui nous ont beaucoup appuyés dans la démarche. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Voilà, merci. Nous avons bien suivi les superbes présentations.